Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Oscar de La Relève. Je suis très heureux de vous proposer cette première vidéo en solo sur la chaîne. Tout d'abord, je remercie Enzo pour l'opportunité de se greffer à ce projet sur YouTube et puis évidemment sur Spotify. La transition est toute trouvée. N'hésitez pas à aller regarder notre premier épisode de Draft and Pick, le podcast de La Relève. Ça parle de la draft 2025. Qui sont nos rookies préférés? Si vous voulez quelques informations, quelques renseignements sur les nouveaux joueurs qui arrivent la saison prochaine, n'hésitez pas à aller regarder et à nous donner votre avis @la relève sur Twitter ou dans les commentaires de la vidéo. Alors aujourd'hui, on ne s'intéresse pas à un joueur en particulier, un prospect qui arrive. Non, on s'intéresse à tout un effectif, le roster des Los Angeles Clippers pour la saison 2025-2026. Un roster qui a été chamboulé avec 4 mouvements principaux du côté des Clippers, qui a renforcé son effectif. L'arrivée de Brook Lopez via la Free Agency, John Collins via un transfert avec le Heat et le Jazz, la signature de Bradley Beal, tandis que la dernière information en date du côté des Clippers, c'est le retour, la signature de Chris Paul. Vous avez ici le tweet de Shams Charania qui fait donc Chris Paul son retour du côté des Clippers. Une équipe qui s'est renforcée avec 3 mouvements importants qui viennent agrandir la profondeur de cet effectif, qui viennent ajouter de nouveaux profils dont on va reparler. Alors, on va parler de leur saison régulière dernière, mais est-ce que ce début d'été très malin de la part des Clippers peut leur permettre de capitaliser sur leur excellente saison régulière précédente? On analyse ça ensemble. Alors, avant de parler de la saison 25-26, celle qui arrive pour la franchise de Los Angeles, faisons un bref retour sur la saison 24-25 des Los Angeles Clippers. Alors pour les hommes de Tyronn Lue, si je devais utiliser un terme pour définir leur saison, c'est une saison rafraîchissante de la part de nos Clippers. Alors j'étais le premier très craintif à l'été 2024 au vu de leurs pertes. On avait quand même perdu Paul George qui était parti du côté des Sixers, mais aussi Russell Westbrook. C'était quand même pas une petite perte, puisqu'en sortie de banc, il avait quand même un bel impact qui était parti du côté de Denver. Et la seule addition estivale à mon souvenir, c'était Derrick Jones Jr. Alors il y a eu des transferts. Cet hiver, on a vu en échange Terrence Mann, Bogdan Bogdanovic, l'arrivée de Drew Eubanks, qui n'a pas été très fructueuse, mais c'était quand même un move. Et au final, les Clippers, ils nous offrent une 3e place de la conférence Ouest. La jungle de l'Ouest, les Clippers y ont résisté. Plusieurs motifs de satisfaction à noter. James Harden, qui a parfaitement joué son rôle de métronome quand Kawhi a été absent. Norman Powell, qui a parfaitement remplacé tant statistiquement que dans le rôle offensif, voire même défensif, Paul George, et qui est venu frapper à la porte du All-Star Game. Et si on parle d'un All-Star en puissance du côté des Clippers, un podium MIP, comment ne pas parler d'Ivica Zubac qui s'est imposé comme un pivot de référence cette saison, la saison de la révélation, la saison où beaucoup de monde se sont attachés à Ivica Zubac. Et si on doit parler d'un autre joueur, le go-to guy de cette équipe des Clippers, Kawhi Leonard, qui a loupé un bon paquet de la saison, mais qui nous a tout de même offert 40 matchs, enfin une quarantaine de matchs, playoff inclus, de très très haut niveau. Alors si on doit faire un petit retour tactique sur cette équipe des Clippers, une équipe au rythme de jeu plutôt lent, vu l'âge et vu les profils, ce n'est pas étonnant, la 22e pace de la ligue, mais ce qu'on doit retenir en termes d'identité, c'est une défense hyper solide. Le 3e defensive rating, incarné par des joueurs qu'on va évoquer juste après, mais je vous donne les noms ici. Chris Dunn, Derrick Jones Jr., Nicolas Batum, Kawhi Leonard, Norman Powell, Ivica Zubac, tous ces joueurs ont participé à la création d'une identité très forte aux côtés de Tyronn Lue, le coach, pour faire des Clippers une des meilleures défenses de la NBA. Petit point à noter, la petite faiblesse peut-être de ces Clippers, évidemment, c'est le tir à 3 points. Une équipe qui a un bon pourcentage à 3 points, mais un volume très faible. C'est la 2e équipe qui a pris le moins de 3 points sur la saison qui vient de s'achever. Alors,
Là, je ne vous donne que des aspects positifs de la saison des Clippers, mais comment ne pas parler de la conclusion de cette saison pour la franchise de Los Angeles, éliminée au premier tour par les Denver Nuggets de Nikola Jokic et d'Aaron Gordon. Une série magnifique, une série en 7. De toute façon, les séries pendant les playoffs où Denver était présent, c'était souvent du très très gros basket. Un Game 7 de la part des Clippers particulièrement frustrant, manque d'intensité, attaque statique, incarnée par James Harden et Kawhi Leonard qui ont complètement foiré leur Game 7, et surtout l'incarnation comptable de ce naufrage en Game 7, c'est ce début de seconde mi-temps catastrophique marqué par un run de 24 points à 4 encaissés. Alors, maintenant les Clippers sont éliminés et on peut transitionner vers l'été des Clippers. Qu'est-ce qu'ont fait les Clippers cet été depuis leur élimination face aux Denver Nuggets? Alors on peut faire une bascule très rapide vers le jeudi 26 juin 2025, les Clippers qui sélectionnaient en pick 30, et je vous mets juste ici un screen, une capture d'écran d'un article du roster écrit par Thibaut sur le joueur que les Clippers ont drafté, Yannick Conan Niederhäuser, le Suisse, alors 4e Suisse je crois à arriver en NBA, et vous la voyez cette petite formule, un choix qui correspond enfin aux besoins des Clippers. Alors j'ai noté quelques petits trucs avec la lecture de ces articles, je vous les mettrai en description, je vous mettrai aussi le scouting report pré-draft réalisé par Tobias Schoffa sur le pivot suisse. On est donc sur un pivot qui vient donc pour être un backup du backup ou un backup dans certaines line-up. On parlera du vrai backup d'Ivica Zubac dans quelques instants, mais en tout cas, on est sur un joueur avec des aptitudes très intéressantes pour un remplaçant de Zubac. Une bonne protection de cercle, une mobilité qui est notable pour sa taille, c'est quand même un pivot en termes de profil qui est idéal pour jouer certaines séquences aux côtés de James Harden ou aux côtés d'un meneur backup qui n'est pas encore présent. On évoquera les options un petit peu plus tard. Donc ça, c'est ce que les Clippers ont fait le soir de la draft. Le soir de la free agency, les Clippers, ils étaient aussi très actifs. Alors, juste avant l'ouverture de la free agency, on avait eu ce tweet, le tweet de la prolongation de Nicolas Batum du côté des Clippers, Cocorico, 11,5 millions de dollars sur 2 ans avec une team option. Alors, c'est notable, pas seulement parce que on est chauvin, mais aussi parce que Nicolas Batum, c'est quand même un leader de vestiaire, un joueur qui offre des vraies minutes défensives avec du tir. Il y a des joueurs, on ne sait pas trop s'ils vont être signés cet été par les Clippers. Il y a eu des pertes. Un leader de vestiaire qui choisit de rester à LA, vraisemblablement pour y terminer sa carrière. Mais en tout cas, ça fait plaisir. On va voir Nicolas Batum, toujours adoré dans ce vestiaire. Je crois que c'est James Harden qui disait que c'était le vétéran, le coéquipier parfait, le vétéran parfait. Mais en tout cas, ça c'est une prolongation actée du côté des Clippers. Autre prolongation pour un joueur avec pas le même statut et pas les mêmes statistiques, James Harden qui a prolongé le soir de la free agency, 81,5 millions de dollars sur 2 ans avec un 1+1. Alors, pourquoi j'en parle? Parce que c'est James Harden, parce que il y avait une player option à activer ou non, et on connaît le pépère, il nous l'a fait à Houston, il nous l'a fait à Brooklyn, il nous l'a refait à Philadelphie pour venir du côté des Clippers. C'est toujours important de connaître les intentions de James Harden. Là, elles ont l'air claires. Il veut finir sa carrière à Los Angeles. Alors ça, c'était les arrivées un peu sur la pointe des pieds avec notre rookie, les prolongations de joueurs qui étaient déjà présents. Mais maintenant, parlons des moves que les Clippers ont fait pour vraiment renforcer leur effectif avec l'arrivée de nouveaux joueurs. Alors, dans un premier temps, ça j'en ai parlé en introduction, la signature de Brook Lopez. Alors, on est loin du Brook Lopez du côté des Nets qui battait le record de points de la franchise. On est loin aussi du Brook Lopez début de parcours à Milwaukee qui était le parfait protecteur de cercle, tireur à 3 points, qui était encore athlétique, qui avait encore des genoux. Mais en tout cas, après ses meilleures années, en termes d'accomplissement collectif du côté de Milwaukee, on rappelle champion NBA, vainqueur de la NBA Cup et quand même le pivot titulaire d'une des équipes les plus marquantes du début de décennie 2020 du côté de la conférence Ouest, monsieur a décidé de changer d'air et a signé aux Clippers pour 2 ans, 18 millions de dollars.
On attendait qu'il signe dans l'autre franchise de Los Angeles, les Lakers, qui se sont renforcés avec l'arrivée d'un autre pivot. Mais en tout cas, c'était pas forcément une arrivée qu'on avait anticipée pendant cette free agency, mais ça reste quand même hyper intéressant. Alors pourquoi ? Parce que c'est un profil qui change un peu de ce que les Clippers sont déjà. On l'a vu avec Ivica Zubac et avec le jeune intérieur drafté. Mais c'est un profil qui change, mais c'est pas pour autant un profil qui vient déséquilibrer la base de l'équipe. On est sur un pivot qui space et qui va venir protéger le cercle. On est sur un pivot aussi qui est âgé, donc qui va pas être gourmand en termes de minutes et qui va proposer un parfait mentor à Ivica Zubac pour lui permettre, pourquoi pas, de progresser sur son tir à 3 points et pour le jeune Suisse qui vient d'être drafté. Alors je vous mets juste ici une capture d'écran de Clean in the Glass. Vous pouvez juste ici voir que Brook Lopez, parmi les pivots avec le plus de minutes jouées sur la saison, alors évidemment ça pourrait être remis en question parce que Victor Wembanyama, parce que Chet Holmgren ont été blessés et ça pourrait un petit peu rabattre les cartes statistiques, mais en tout cas, Brook Lopez est l'un des contreurs les plus prolifiques. Il se situe dans le 83e centile, ce qui signifie qu'en fait, il fait mieux que 83% des bigs dans la catégorie des contres, et en plus, sur les pivots à plus de 2000 minutes la saison, il n'y a que Miles Turner qui fait mieux. Petite anecdote, Miles Turner, vous l'avez vu, qui vient de remplacer tout simplement Brook Lopez du côté des Milwaukee Bucks. Il est là le renfort, je fais des guillemets avec mes mains, mais vous ne les voyez pas. Il est là le renfort de Giannis Antetokounmpo dans une intersaison très agitée du côté de Milwaukee. Autre petit apport statistique de pourquoi c'est intéressant pour les Clippers l'arrivée de Brook Lopez, c'est que, vous le voyez juste ici, personne ne conteste plus de tirs par match que lui cette saison. Et en fait, le tout en étant très très efficace avec un certain pourcentage, les Clippers ont donc ajouté sur leur banc un joueur qui va devenir, parce qu'il était encore titulaire, mais là, avec la présence d'Ivica Zubac, il va très certainement sortir du banc. Ils ont ajouté le futur meilleur protecteur de cercle de la ligue en sortie de banc. Ça, c'est pour Brook Lopez, l'arrivée de Brook Lopez qui est notable et qui est très intéressante en termes d'apport vétéran, en termes d'apport sur le terrain et en termes de complémentarité avec les joueurs déjà présents. Enfin, on va parler un petit peu de trade, puisque les Clippers ont tradé. Enfin, ils se sont ajoutés dans un trade qui a envoyé donc Norman Powell du côté de Miami. John Collins est arrivé chez les Clippers et Kevin Love et Kyle Anderson se sont en allés du côté de Utah qui a reçu un petit peu de pique. Alors, au-delà du transfert intéressant pour le Miami Heat, ça mériterait peut-être une vidéo, cet effectif du Miami Heat qui reste intéressant, surtout entre les mains de Spoelstra. Mais Norman Powell, qui quitte donc les Clippers, est remplacé par John Collins. Alors je me fais une petite note à moi-même dans cette vidéo, il faut que je regarde un petit peu plus le Jazz, puisque là on a vu Jordan Clarkson qui s'en va, Colin Sexton qui s'en va, John Collins qui s'en va, 3 joueurs qui arrivent dans des projets plus ou moins ambitieux et qui vont donc intégrer peut-être des équipes qu'on a plus tendance à regarder. Et là, au final, je pars presque de zéro avec John Collins, puisque ça fait 2 saisons qu'il est au Jazz, et ça fait 2 saisons que je ne regarde plus le Jazz. Du moins, pas autant que certaines franchises que je juge un petit peu plus intéressantes. Alors, la saison 2024-2025 de John Collins, elle a été tronquée par les blessures, mais le Jazz, ils ont un peu laissé traîner. Je pense qu'il y avait vraiment cette volonté de le shutdown le maximum pour perdre des matchs, des petits problèmes au dos, des petits problèmes aux chevilles, des petits problèmes aux genoux. Au total, 40 matchs joués seulement. Voilà. Mais il arrive du côté des Clippers et ça reste quand même très pertinent. Je vous montre la carte des tirs de John Collins. Vous le voyez, c'est soit à l'intérieur, soit à 3 points. Et ça, ça en fait un partenaire idéal de pick and pop et de pick and roll avec James Harden, puisqu'on est sur un joueur qui shoot à quasi 40% de loin la saison dernière, mais aussi un des tout meilleurs joueurs sur les longs mi-distance. Je vous mets ici un screen statistique sur Clean in the Glass, puisque parmi les intérieurs, il est dans le 83e centile sur les longs mi-distance et dans le 82e centile en termes de nombre de 2 points marqués pris à mi-distance. On est donc sur un poste 4 qui écarte le jeu à 3 points, ou sur des longs
2 points, et qui donc est complémentaire d'un Zubac qui s'écarte peu et qui a la capacité d'attirer les défenses et qui a su développer quand même un petit peu de playmaking, puisqu'on rappelle, Ivica Zubac, c'est 2,3 passes de moyenne sur la saison qui vient de se terminer. Un intérieur qui space, mais qui aussi peut attraper des lobes, et qui était durant ces années à Atlanta dans le haut du panier en termes de pourcentage de tirs pris dans la raquette. Mais cette saison, en fait, mis à part Isaiah Collier, Colin Sexton ou encore Keyonte George, qui ne sont pas des créateurs pick and roll élite, il y avait assez peu de matière à se faire. Alors pour apprécier réellement la capacité à jouer en pick and roll de la part de John Collins, il faut surtout regarder ses années à Atlanta, où il avait un meneur comme Trae Young qui sublimait ses qualités athlétiques. Et là, aujourd'hui, il arrive du côté des Clippers avec James Harden comme créateur. Il va sûrement redevenir une arme redoutable en pick and roll et en alley-oop. Et ça, évidemment qu'on va le regarder. Évidemment, on connaît les limites défensives de John Collins, puisqu'au niveau des contres, il est dans la partie basse des intérieurs, il est dans le 47e centile. Alors, c'est bien rattrapé si on fait des petites additions, c'est bien rattrapé avec l'addition du profil de Brook Lopez qu'on a détaillé plus haut en termes de contre, et Zubac qui n'est pas inintéressant non plus dans ce registre, mais en tout cas, les faiblesses de John Collins sont pas mal comblées par la présence de Zubac, mais aussi l'arrivée de Brook Lopez. Donc ça, c'est pour John Collins. Maintenant, on va évidemment parler de la news la plus récente et peut-être celle qui a fait entrer la free agency des Clippers dans une nouvelle dimension. C'est la signature de Bradley Beal. C'était un des feuilletons de l'été. Alors ça fait 2 ans que c'est un feuilleton concrètement les Phoenix Suns, mais la question c'était est-ce que, mais surtout quand, les Phoenix Suns et Bradley Beal allaient convenir d'un buyout. Et suite au transfert de Norman Powell, le remplacement poste pour poste devenait quand même assez évident. Si le buyout se faisait, les Clippers étaient la destination préférentielle pour Bradley Beal, tant par le marché que constitue Los Angeles, par la compétitivité, mais aussi par les besoins, tout bêtement, de l'équipe. Alors pourquoi les Clippers ont fait un coup comme celui-là, qui est un coup quand même risqué au vu de ce que Bradley Beal a produit sur les 2 dernières années? D'abord, c'est un coût financier. Voilà. 2 ans, 11 millions de dollars pour remplacer Powell, qui, alors, au vu de sa dernière saison et de celle qu'il va potentiellement faire du côté de Miami, il peut exiger plus de 20 millions, voire davantage. Donc c'est une excellente affaire financière en vue de la Free Agency 2027, dont je vais parler un petit peu plus loin. C'est aussi un apport quand même tactique, puisque les Clippers, avec la perte de Norman Powell, les blessures de Kawhi Leonard, mais aussi le profil des extérieurs qui sont présents, il y a un clair manque de ball handling sur les lignes arrière. Bogdanovic, c'est plus une sorte de torche humaine qui sort du banc et qui crée son shoot, mais qui n'a pas un ball handling de création pour lui et pour les autres très élevé. Et là, avec Bradley Beal, on a un renfort clair pour un joueur qui a su montrer qu'il pouvait être un premier ou un second ball handler, avec 4 passes de moyenne à côté d'Harden et avec les quelques contributions de Kawhi ou de Zubac, ça ne fait de mal à personne. Alors, c'est pas un défenseur d'élite, voilà, pour ceux qui se demandaient s'il s'incluait dans la culture défensive des Clippers de la saison dernière, c'est pas un défenseur élite, mais c'est pas non plus un joueur qui va plomber l'équipe défensivement. Et on le verra quand je vais détailler les line-up que peuvent mettre en place les Clippers. Il sera entouré d'espèces de chiens de garde défensifs qui feront le sale boulot à sa place. Alors pour Bradley Beal, pour l'arrivée de Bradley Beal, le pourquoi c'est intéressant, je vous mets pas de statistiques. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait le contexte à Phoenix, il était beaucoup trop spécifique, beaucoup trop toxique pour en tirer des conclusions statistiques entre les blessures, le manque de motivation de Bradley Beal qui devenait de plus en plus criant, la cohésion de groupe qu'on a quand même eu du mal à cerner et qu'on a quand même senti très difficile, et surtout des joueurs, Devin Booker, Kevin Durant, Bradley Beal, une complémentarité qui n'était pas du tout au rendez-vous. Je vous invite à écouter le podcast Valley Hoop sur les Phoenix Suns. Ils en parlent très très bien, ils sont beaucoup plus dans le cœur de la franchise, entre guillemets, ils étudient beaucoup plus le cœur des Phoenix Suns que nous, mais en tout cas je vous invite à écouter ces podcasts-là et là vous aurez beaucoup plus d'éléments de réponse. Alors, petit élément de réponse statistique, c'est évidemment la baisse du pourcentage d'usage de Bradley Beal, qui, quand il était première option offensive chez les Wizards, on était sur à peu près 30-33%
je vous l'indique juste ici. Mais chez les Suns, 2 saisons à moins de 25%. Évidemment, voilà, ça s'est marché sur les pieds avec Devin Booker, avec Kevin Durant. Et puis même, c'est un joueur qui est diminué physiquement depuis ses blessures au Wizards et diminué, je pense, mentalement en termes de motivation sur ces années du côté des Phoenix Suns. Terminé dans le sens des arrivées, comment ne pas parler évidemment de Chris Paul? Je vous avais mis le tweet en introduction pour vous parler de la dernière actu en date du côté des Clippers. La rumeur prenait de l'ampleur et ça a été confirmé. L'un des meilleurs meneurs de l'histoire, le deuxième meilleur passeur de l'histoire, va bien terminer sa carrière du côté des Clippers. Est-ce qu'on peut dire sa franchise de cœur? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est là qu'il a eu le plus de visibilité, de continuité et peut-être même de succès collectif, mis à part cette finale NBA avec les Suns en 2021. On est donc sur un move que je vais dire intéressant. Tu prends Chris Paul, normalement c'est pour diriger ta seconde unit. Un joueur qui a quand même, ça m'a surpris, disputé 82 matchs la saison dernière, tous en tant que titulaire. Donc si on fait les raccourcis par rapport à ce que l'effectif te propose actuellement, tu peux évidemment lui demander moins de minutes. Alors, Chris Paul, ça reste évidemment une option de pick and roll et de pick and pop tout à fait pertinente, que ce soit avec Zubac, avec John Collins en 4 ou en petit 5, mais ça peut aussi te permettre de mettre en confiance ton rookie qui semble quand même assez prometteur dans ce domaine. Alors, évidemment, on est sur un Chris Paul qui a un usage hyper limité en 2024-2025, 18,8%, mais qui trouve son intérêt et qui trouve encore toute son excellence et son côté élite dans les pourcentages sur le ratio passe-usage, mais aussi l'assist percentage. On est sur un assist percentage de 34,2% avec un ratio passe-usage de 87 qui montre en fait qu'il est encore élite en termes de création. Alors, si vous voulez une autre stat pour vous montrer que Chris Paul est encore un meneur élite, c'est les pertes de balles, puisqu'il a un turnover percentage de 13%, ce qui montre qu'il peut encore limiter les pertes de balles comme dans ses meilleures années. Alors, évidemment, le gros point noir de la signature de Chris Paul, c'est peut-être ce qu'il veut. Il y a énormément de rumeurs qui disent qu'il a envie d'être titulaire dans une équipe. Attention à ne pas lui céder trop de minutes non plus dans un rôle qui n'est plus le sien. Chris Paul n'est plus un titulaire en NBA, mais je suis quand même très intrigué par cette arrivée, surtout qu'il semble quand même très motivé et heureux de revenir du côté de LA. Mais maintenant, qu'est-ce que les Clippers peuvent faire avec cette matière-là? Quelles sont les possibilités de line-up pour les Phoenix Suns? Alors, je vous mets plusieurs visuels à l'écran avec un premier 5 que je vous propose, qui est donc un 5 de réputation. Alors, c'est un 5 qui se base sur le statut des joueurs qui sont arrivés ou qui sont déjà dans l'équipe. Alors, je vous le montre juste ici. On aurait donc James Harden au poste de meneur de jeu, Bradley Beal en 2, Kawhi Leonard au poste d'ailier, John Collins en 4 et Ivica Zubac au poste 4. Alors, on est sur un 5 intéressant, avec des menaces offensives multiples, des joueurs qui peuvent exister sans ballon, un peu de spacing, mais une protection de cercle qui reste moyenne et surtout une rapidité latérale pour défendre les lignes extérieures qui est quand même un peu douteuse. La grosse inconnue en fait pour créer un 5 des Clippers, il y a quand même une grosse inconnue, c'est le poste de Kawhi Leonard. Alors, est-ce qu'on le fait jouer en 3 ou est-ce qu'on le fait jouer en 4? Avec le recrutement de John Collins, on pourrait se dire que c'est un signal en fait que Kawhi Leonard va retrouver le poste 3. Pour moi, c'est plus un poste 3 qu'un poste 4. Mais en même temps, on pourrait se dire qu'en termes de complémentarité, la présence de Beal et de Collins défensivement sur les lignes extérieures, c'est pas du tout une garantie. Alors vous le voyez juste ici, j'ai établi un 5 de besoin ou un 5 de fin de match. Vous le voyez comme vous voulez, avec toujours Harden au poste 1, Chris Dunn au poste 2, Bradley Beal au poste 3, Kawhi Leonard qui vient sur le poste 4 et toujours Ivica Zubac au poste 5. Alors pourquoi je rajoute Chris Dunn? Parce que Chris Dunn, c'est un chien de garde sur les lignes extérieures. Il est dans le 98e centile sur le pourcentage d'interception. On n'a que Dyson Daniels et sa saison défensive de fou, qui lui a d'ailleurs valu d'être élu MIP. Il est très très fort aussi en deflection. Enzo vous en parlait dans la vidéo de Keon Ellis, il est dans le range en fait de Keon Ellis. Il est devant sur le pourcentage d'interception, mais sur les deflections, il est dans le range de Keon Ellis.
On est donc sur un 5 ici avec beaucoup plus de complémentarité, que ce soit offensive, défensive. On a un joueur qui n'a absolument pas besoin de la balle pour exister, avec seul bémol le tir à 3 points de Dunn qui est en fait c'est du bonus. En fait, quand Chris Dunn rentre des 3 points, c'est un bonus. On le sait, c'est un joueur qui a le D mais qui n'a pas le 3. Enfin, pour continuer, je vous propose des 5 un petit peu plus expérimentaux. On a d'abord la seconde unit de ces Clippers avec une grosse interrogation, ce point d'interrogation sur le poste de meneur backup dont je vais parler un petit peu plus loin. En poste 2, 6e homme, je pense, en puissance de cette équipe, Bogdan Bogdanovic. En poste 3, Derrick Jones Jr., John Collins ou Nicolas Batum, selon les 5 que je vous ai mis plus haut. Et en poste 5, Brook Lopez ou Niederreuther, s'il y a des problèmes pour Brook Lopez ou simplement un problème, il n'arrive pas à tenir la cadence. Brook Lopez, ça commence à se voir, il est trop vieux. Ensuite, juste ici, vous avez pu le voir notamment pendant les playoffs, les Clippers ont utilisé quelques 5 small ball, notamment contre les Nuggets dans les minutes sans Nikola Jokic pour défendre Aaron Gordon qui était souvent utilisé en pivot small ball. On avait monsieur Nicolas Batum qui était placé au poste 5 et que j'ajoute ici dans ce 5 small ball avec Harden en 1, Chris Dunn en 2, Kawhi Leonard au poste 3, John Collins ou Derrick Jones Jr. au poste 4 et Nicolas Batum au poste 5. On est donc sur un 5 vraiment très défensif contre des line-up spécifiques avec une option. Voilà, c'est une option intéressante qui a déjà été utilisée en playoff. Je le disais, voilà, il y a des menaces extérieures quand même dans cette line-up là. Si tu mets John Collins, Nicolas Batum dans ta raquette, en termes de tir à 3 points, t'es quand même très très bien servi. Puis en plus, t'as un Nicolas Batum qui fait absolument pas tâche en protection de cercle. Même un Derrick Jones Jr., ça peut être un protecteur de cercle secondaire. Je trouve ça quand même très intéressant. Et ensuite, parce que malheureusement, on parle toujours des Clippers. Là, il y a toujours des interrogations. Le 5 de load management. On connaît Kawhi Leonard, James Harden, on a eu Paul George un temps. Le point d'interrogation sur le meneur backup est toujours présent. Pour reposer les cadres, quel meneur pour tenir la baraque? Je vais vous proposer quelques idées juste après. Mais en tout cas, un 5 de load management avec un poste 1 qu'on n'a peut-être pas encore, Chris Dunn en 2, Bradley Beal en 3 ou Derrick Jones Jr., John Collins en 4, Ivica Zubac en 5. Sachant que Bradley Beal peut aussi être un joueur amené à être load managé et Chris Dunn peut aussi essayer de se décaler au poste 1, Bradley Beal au poste 2, Derrick Jones Jr. au poste 3 et cette raquette, John Collins, Ivica Zubac. Alors c'est une attaque qui peut clairement se construire autour d'un pick and roll ou un pick and pop avec Zubac et Collins et la possibilité de garder Bogdan Bogdanovic qui sort du banc en dynamiteur, qui prend des ballons et te dirige un petit peu une seconde unit peut-être un peu plus faible en termes de volume offensif. Alors, ces 5-là, ils sont très très beaux, ces arrivées, elles sont tout aussi belles, mais il y a toujours des limites dans un effectif comme celui-ci. Déjà, le tir à 3 points. Déjà l'année dernière, ça s'est ressenti en play-off. Chris Dunn, Derrick Jones Jr., il y a eu des gros coups de trou d'air au tir et ça a pu plomber les Clippers, notamment le 1/4 de Derrick Jones Jr. au Game 7. Bogdanovic, c'est un très bon shooter, mais il est souvent ciblé de l'autre côté du terrain. Nicolas Batum, c'est une menace, mais son volume reste assez faible et c'est surtout un tireur à 3 points en bout de chaîne. Et en plus, on a quand même perdu Norman Powell, qui était un peu la torche humaine en catch and shoot et sortie d'écran. Ils l'ont remplacé en ball handling par Bradley Beal, qui n'est pas un mauvais shooter à 3 points, mais qui est moins un sharp shooter que Powell. Il dégaine quand même beaucoup moins vite que le nouvel extérieur des Clippers. Et John Collins, qui est un intérieur de catch and shoot, qui peut aussi dégainer rapidement, mais il y a des questions quand même sur le tir à 3 points du côté de ces Clippers. Alors, ça peut se résoudre avec la re-signature d'Amir Coffey, qui est un bon shooter à 3 points dans l'effectif, ou explorer des profils comme Landry Shamet, Lindy Waters, Doug McDermott, si jamais vraiment c'est très compliqué de prendre un bon shooter, pour ajouter certains soirs un peu de tir à 3 points. Là, moi je pense à Landry Shamet qui a fait quand même de belles choses en playoff avec les Knicks, ça peut être intéressant, il connaît en plus un peu la maison. C'est un joueur qui est capable, certains soirs, on l'a vu avec les Knicks, de se battre. Moi, je pense que ça serait une bonne addition, Landry Shamet, au minimum, dans cet effectif. Évidemment, malheureusement, les Clippers,
l'interrogation, ça peut aussi être l'infirmerie. C'est pas pour rien qu'on a fait un 5 de load management, 37 matchs de Kawhi, un Bill en perte de vitesse depuis les Wizards et qui est vraiment qui a réduit son volume offensif à cause de ça, et Harden qui peut avoir toujours un petit pépin. Voilà, c'est les Clippers, quoi. Il faudra faire attention à ça, donc il faut garantir de la profondeur. Ça a été fait, et c'est pour ça que j'ai été capable de faire un 5 de load management, mais on a aussi une dernière question qui est celle du meneur backup. Alors, c'est pas nécessairement un sujet, parce que Chris Dunn est un meneur de formation qui peut un peu poser la balle. Alors, on va pas attendre de lui de créer son propre tir. On connaît Chris Dunn. Bill peut la tenir un petit peu aussi. Mais il faudrait un joueur pour la poser un petit peu plus, si possible défendre un peu, être capable de créer un pick and roll, un axe 1-5 vraiment solide avec Brook Lopez ou avec Niederhäuser. Évidemment, dans ce cas-là, l'objectif pour le meneur backup, c'est de pas trop dépenser d'argent. En fait, voilà, je vous montre. La Free Agency 2027, les Clippers, ils vont avoir très très peu de joueurs sous contrat. Voilà, il y a seulement Zubac qui a un contrat garanti après l'été 2027. Le reste, c'est de la team option ou de la player option. Donc il y a le temps, même Kawhi et James Harden. Donc l'objectif, même 2 ans auparavant, c'est de pas trop dépenser. Donc un Malcolm Brogdon, ça peut être potentiellement un peu cher. Quoique, on peut se retrouver dans une situation à la Tyus Jones de l'année dernière, pas d'offre, il se retrouve à signer au minimum, et là, ça nous fait un très très beau meneur backup. Alors, moi, j'ai noté d'autres noms qui sont peut-être un peu plus accessibles, mais aussi qui s'incrustent mieux dans la mentalité de ces Clippers. D'Anthony Melton, ça pourrait être très intéressant, mais il faut évidemment surveiller les genoux, les blessures. Voilà, il avait fait un super début de saison l'année dernière avec les Warriors, mais là, physiquement, ça peut être un petit peu compliqué. Monte Morris, qui était du côté des Suns et qui est toujours un meneur backup hyper intéressant. Delon Wright, qui avait fait de belles choses aux côtés de Landry Shamet en playoff dans la seconde unité des Knicks. Et Markelle Fultz, qui peut aussi être intéressant. On l'a pas beaucoup vu du côté des Kings. Moi, je trouverais ça intéressant en meneur backup. C'est quelqu'un qui peut défendre, c'est quelqu'un qui peut créer. En meneur backup, je pense que de toute façon, c'est soit une référence, mais un joueur moyen qui va pas te grader de minutes, qui quand il rentre sur le terrain, on sait ce qu'il va apporter, soit un pari. Alors, je ne demande pas aux Clippers de retenter le pari Bones Island, mais Markelle Fultz, ça pourrait être hyper intéressant. Voilà pour ce tour d'horizon du roster des Clippers version 2025-2026, un effectif renforcé intelligemment, sans folie financière, avec un bon mix de vétérans expérimentés, de profils complémentaires et vraiment une construction sur le court terme qui moi me plaît beaucoup. Alors évidemment, voilà, c'est les Clippers, ils sont toujours poursuivis par leur what if, et là il y a des nouveaux qui arrivent. La santé de Kawhi Harden, elle est toujours là, la motivation de Bradley Beal, la confirmation d'un MIP en puissance avec Zubac, beaucoup de questions qui demeurent, mais voilà, les Clippers, ils ont des armes, ils ont les armes pour viser haut, mais comme souvent, la vraie question, c'est est-ce qu'ils seront tous là au moment où ça compte? Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez de ce roster en commentaire ou sur Twitter du côté de @larelève. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, vous abonner. En tout cas, c'était un plaisir. À la prochaine et longue vie à la balle orange.